Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre elles. Je m'appelle Tombani Kouloufoua et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes donc parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leurs projets, où qu'elles soient dans le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entre elles, le premier de 2022. Très bonne année et meilleurs vœux à tous. Cette semaine, je reçois Yacine Djibo, fondatrice et directrice exécutive de Speak Up Africa à Dakar, au Sénégal. Speak Up Africa est un groupe d'action politique et de plaidoyer qui se consacre à catalyser le leadership, à favoriser le changement de politique et à accroître la sensibilisation au développement durable en Afrique. En 2021, Speak Up Africa a célébré ses 10 ans d'existence et j'avais très envie de recevoir Yacine, dont j'admire le travail et le professionnalisme dans l'exécution de son projet. Si vous aimez cet épisode, et Entre elles en général, je vous demanderai de prendre quelques minutes pour laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à suivre Entre elles sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Je vous invite maintenant à écouter ma conversation avec Yacine, enregistrée à distance, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Yacine, bienvenue dans Entre elles. Bonjour Tombani, merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je suis très heureuse de te recevoir dans Entre elles et de pouvoir échanger avec toi sur ton parcours, mais aussi sur des thématiques fortes comme l'entrepreneuriat social, la philanthropie ou encore le développement durable. Avant de parler de tous ces sujets, on va commencer par toi. Où es-tu née et où as-tu grandi ? Je suis née aux États-Unis, donc à New York particulièrement, et j'ai grandi un peu partout. Donc, à l'âge de 3 ans, mon père, donc, qui est sénégalais, et ma mère, qui est américaine, donc, ont décidé de rentrer au Sénégal. Donc, j'ai passé plusieurs années là-bas. Ensuite, mon père, donc, qui était directeur de banque, a été donc muté en Côte d'Ivoire, où j'ai eu l'opportunité de passer plusieurs années. Et ensuite, je suis allée à l'internat en Suisse, où j'ai fini donc mes études secondaires. Et donc après cela, j'ai eu la chance donc de pouvoir passer 2 ans additionnels en Europe. Et je suis allée donc à Madrid, en Espagne. Et l'idée à l'époque, c'était vraiment que je voulais rester encore plus en Europe parce que j'avais tellement apprécié cette expérience-là. Mais en même temps, je me suis dit que c'était l'opportunité donc d'apprendre une nouvelle langue et de connaître une nouvelle culture. Donc, je suis allée à Madrid, donc dans une université américaine. Par contre, donc j'avais mes études en anglais, mais je vivais en Espagne, donc j'ai pu vraiment m'imprégner de la culture que j'ai beaucoup appréciée. Et ensuite, je suis allée aux États-Unis, donc à l'université de Boston, où j'ai poursuivi donc mon cursus universitaire. Donc, j'ai gradué avec un bachelor donc en relations internationales, avec une spécialisation en anthropologie. Et après ça, donc je suis toujours restée à Boston, mais j'ai commencé à travailler donc pour une banque d'investissement qui s'appelle Fidelity Investments. Et en parallèle, donc toujours à l'université de Boston, donc j'ai pu entreprendre donc un master's en business administration. Donc je suis restée à Boston jusqu'à 2001. Donc voilà un peu donc pour les premières années de ma vie. Et ensuite, donc après l'université de Boston, j'ai déménagé à Dakar. Donc l'idée à cette période-là était vraiment d'avoir un peu un retour aux sources, parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais quitté l'Afrique et j'avais un peu cette curiosité par rapport à mon pays, par rapport à voilà tout ce qui s'y passait. Et donc du coup, j'ai décidé donc de rentrer. Je pensais pas que j'allais y rester aussi longtemps que je suis restée, mais j'y suis restée après une bonne vingtaine d'années. Mais au début, c'était vraiment voilà de pouvoir connaître le pays, de commencer une expérience dans tout ce qui était immobilier, assurance, finance, donc toujours un peu dans mon domaine, mais en même temps en travaillant donc au début dans l'entreprise familiale. Donc j'ai vraiment pu avoir une vue de ce que c'était de travailler donc en Afrique dans une entreprise du secteur privé, d'abord dans l'immobilier, ensuite dans l'assurance.
Et du coup, ça m'a vraiment donné l'opportunité d'avoir cette expérience que je voulais vraiment avoir. Et en même temps, cela m'a vraiment aussi donné cette envie de faire plus pour mon continent, plus pour mon pays. Et j'avais toujours un peu cette vocation sociale, hein, mais là, elle s'est fait ressentir d'autant plus. Donc, en parallèle, j'ai pu travailler et soutenir d'autres organisations, à mission sociale, donc notamment Spécial Olympique, c'est d'autres partenaires avec lesquels j'étais en contact, Malaria No More, mais c'était vraiment dans mon temps libre, hein, et en plus d'aider dans les associations au niveau de mon quartier, au niveau de ma communauté. Mais c'est seulement après que ça s'est un peu plus structuré de manière professionnelle et de le faire à plein temps. Cette décision de quitter les États-Unis pour rentrer en Afrique, à l'époque, c'est une décision facile parce que donc ce que tu dis, c'est tu travaillais chez Fidelity, tu avais fait tes études aux États-Unis, ta mère est américaine, donc c'est aussi ton pays. Quitter les États-Unis pour rentrer au Sénégal, c'est une décision facile ou est-ce que c'est un projet que tu as mûri pendant plusieurs mois, plusieurs années? Alors non, c'était pas forcément un projet que j'ai mûri pendant longtemps. Pour moi, à l'époque, j'étais un peu vraiment dans ce mode aventure et vraiment expérience et connaître des environnements différents. Et c'est vrai que au moment où j'ai terminé mon master, donc à Boston, j'avais passé déjà 4 ans donc dans l'organisation dans laquelle j'étais. Et au moment de ma graduation, c'est vrai que j'étais un peu à un tournant de ma vie où la question s'est posée de savoir si je reste aux États-Unis ou si je rentre au Sénégal ou aller dans un autre pays. Et après réflexion, en fait, je me suis dit que c'était vraiment le seul moment où je pouvais le faire. Parce que je me suis dit que si je continuais dans une carrière professionnelle aux États-Unis, la décision allait être encore plus difficile. Mais au moment où j'ai pris cette décision, j'avais une expérience professionnelle, mais en même temps, à ce moment-là, la priorité était quand même l'opportunité d'avoir mon master. Donc, même si je l'ai fait à mi-temps et que j'ai profité pour en avoir une expérience professionnelle, c'était pas forcément l'objectif. Mais au moment où j'ai gradué et que j'ai quitté Boston, l'idée était vraiment de démarrer ma carrière professionnelle après mes études. Et là, je me suis dit que si je commençais aux États-Unis, j'allais pas rentrer ou changer de pays. Mais quand j'ai pris cette décision au début, c'est pour ça que je disais que je m'attendais pas forcément à passer autant de temps au Sénégal. Je pensais que le Sénégal allait être une parenthèse et que j'allais retourner en Europe ou aux États-Unis. Je pensais pas forcément, en quittant les États-Unis, que j'allais y rester. Donc, quand j'ai pris la décision, je l'ai vraiment prise, bien entendu, après mûre réflexion, mais sans pour autant que ça me prenne, beaucoup de temps et que ce soit un gros projet, vu les circonstances et le moment de ma vie dans lequel j'étais. Tu as cela en commun avec plusieurs invités d'entre elles, que donc tu as commencé par une carrière corporate traditionnelle avant de décider de lancer ton projet ou en tout cas de démarrer autre chose. Cette transition professionnelle, est-ce qu'elle a été facile pour toi? Quand je suis rentrée au Sénégal, j'ai travaillé d'abord pour une organisation corporate mais spécialisée dans l'immobilier. Ensuite, j'ai travaillé pour une autre société qui faisait toujours partie du même groupe mais qui était vraiment une société d'assurance. Donc j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans. Pour moi, je pense que ça a été un peu une évidence de faire cette transition. Je pense que je suis quelqu'un qui arrive à prendre les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent. Et donc au début, quand cette transition s'est faite, ça s'est un peu fait par hasard ou dans le cadre du travail que je faisais de manière volontaire, on m'a proposé de prendre la position de directeur pays d'une organisation à but non lucratif américaine au Sénégal et qui était un peu la continuation du travail que je faisais en volontariat. Et à l'époque, quand j'avais eu ces discussions-là
avec cette organisation, l'idée pour moi était vraiment de pouvoir faire autre chose et l'opportunité s'est présentée et je l'ai tout de suite saisie parce que justement j'avais cette vocation de faire quelque chose pour redonner un peu à mon pays, pouvoir contribuer socialement, pouvoir avoir un impact sur la vie des gens. Et donc, du coup, pour moi, la décision n'a pas été difficile. Je pense que là où ça a été un peu plus difficile, c'est plus par rapport à la réaction des autres, où les autres ne comprenaient pas forcément mon choix au début, dans la mesure où, voilà, je quittais un travail corporate, avec un staff, avec une situation, pour partir vers un projet. Bon, dans un premier temps, qui était un projet donc de travailler pour une autre ONG. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore créé Speak Up Africa, mais je travaillais quand même dans le secteur, social. Je travaillais pour une ONG américaine. On était 2 dans le bureau, donc c'était vraiment un petit bureau. C'était un projet qui était un peu limité dans le temps, donc avec aucune sécurité future. Et donc, du coup, c'est vrai que quitter un emploi où j'avais un contrat à durée indéterminée, où j'avais, toute une structure en place, était quand même quelque chose qui n'était pas forcément facilement compris, plus par les gens autour de moi que, par moi-même. Mais, ceci étant, j'ai quand même eu la chance d'avoir un entourage, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau social, qui m'ont beaucoup soutenu dans le projet et qui m'ont beaucoup accompagné dans le cadre de cette transition-là. Et c'est ce qui m'a permis plus tard de vouloir encore plus m'investir et de vouloir donc apporter une solution qui m'était propre et qui répondait encore plus à ma vision de la manière dont les activités que je mettais en œuvre devaient être mises en œuvre, de la manière dont le travail était fait. Donc le fait d'avoir quand même eu la chance d'être très bien accompagnée, tout autour de moi et d'avoir l'écosystème m'a permis, 2 ans plus tard, de me lancer dans l'aventure donc de Speak Up Africa. Qu'est-ce qui nourrit ton engagement? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lancer dans un secteur dans lequel la rémunération est autre que la rémunération financière traditionnelle qu'on peut attendre d'un emploi qu'on exerce dans sa vie? Alors, pour moi, je pense que ce qui m'a motivée vraiment à m'investir dans le secteur social, c'était vraiment cette volonté et ce souhait que j'avais justement de pouvoir contribuer au développement de l'Afrique de manière générale et plus particulièrement de faire quelque chose qui avait un impact social et qui avait un impact sur les gens et je voulais vraiment donner un sens pour moi à ce que je faisais et donc c'est ce qui m'a motivée à me lancer donc dans ce secteur, dans ce domaine d'activité et de quitter un peu le monde corporate qui, pour moi est un monde qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que j'applique beaucoup des leçons que j'ai apprises du secteur privé dans ce que je fais actuellement. Mais c'est vrai que j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais envie de faire quelque chose qui me passionnait et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette transition. Alors maintenant parlons de Speak Up Africa. Déjà, qu'est-ce que c'est Speak Up Africa? Donc, Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de plaidoyer et de communication stratégique qui œuvront pour améliorer les conditions de vie des populations africaines. Plus particulièrement, nous travaillons vraiment pour pouvoir prioriser donc les thématiques qui nous sont chères, donc notamment la santé, l'assainissement, l'égalité des genres, mais également de pouvoir changer les politiques et de pouvoir mobiliser des ressources pour financer ces secteurs-là sur lesquels on intervient. Et ce nom magnifique, Speak Up Africa, comment tu l'as trouvé? Comment tu as décidé d'appeler ton organisation comme ça? Alors, merci beaucoup pour la question. C'est vrai que Speak Up Africa, pour nous, est vraiment représentatif
de ce que nous souhaitons faire. Aujourd'hui, dans le cadre du plaidoyer en particulier, un aspect très important pour nous est vraiment de pouvoir nous assurer que les voix des dirigeants africains, les voix de la société civile, de la communauté, les voix des différentes parties prenantes sont entendues. Et donc, pour nous, l'idée était vraiment de nous assurer que cette voix était portée, donc aussi bien au niveau communautaire, au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Et donc, on s'est dit que, étant donné qu'on était aussi une organisation qui travaillait beaucoup dans la communication, l'objectif était vraiment de pouvoir aussi utiliser nos voix pour pouvoir communiquer et pouvoir communiquer de manière forte et de sorte à être entendu à travers le continent. Donc voilà un peu comment ce nom est venu. Et c'est vrai que j'étais avec une de mes collègues qui a toujours été avec moi dans l'aventure Speak Up Africa. Et on a eu une grande session de brainstorming. Et c'est vrai que quand on est arrivé à Speak Up Africa, on s'est dit, ça y est, c'est le nom qu'on veut. C'est vrai que on a un peu échangé par rapport à ce challenge linguistique, parce que c'est un nom qui reste quand même très anglophone, mais en même temps, c'était vraiment pour nous représentatif de ce qu'on voulait faire, de notre organisation, et même par rapport à notre logo en particulier, c'était vraiment le logo et le nom, parce que notre logo, c'est vraiment les ondes, donc ça peut être des ondes de radio, la carte de l'Afrique, l'empreinte digitale. Donc vraiment, ça représentait un peu toutes les notions qui faisaient partie intégrante de ce que nous, on voulait faire et ce qu'on voulait communiquer. Et de façon très pratique, lorsque tu décides de lancer ton organisation, la question qui se pose pour tout entrepreneur finalement, que ce soit un entrepreneur dans le secteur privé, dans le social, etc., c'est le financement de son organisation. Comment faire pour arriver à la faire vivre et d'abord à débuter l'activité, ensuite à la faire vivre et à assurer sa pérennité. Dans ton cas, donc quel est le business model que tu avais en tête au départ d'ailleurs quand tu as lancé l'organisation? Est-ce qu'il a évolué au fil du temps? Alors, je pense que c'est une très bonne question que tu poses, parce que c'est vrai que le financement est très important dans ce type de projet. Pour nous, au début donc de Speak Up Africa, on a eu l'opportunité de pouvoir continuer un peu le travail qu'on avait déjà commencé dans le cadre donc de la lutte contre le paludisme, et on a eu donc on avait déjà pas mal de contacts au niveau de partenaires au niveau international, mais également au niveau régional et au niveau donc du Sénégal. Et donc, on a pu donc bénéficier d'un projet au nord du Sénégal pour vraiment pouvoir faire le plaidoyer autour de l'élimination du paludisme. Mais peut-être avant de continuer sur le modèle actuel, juste pour revenir par rapport à ton point au début, je pense que pour tout projet, c'est important d'identifier un gap, donc vraiment voir qu'il y a un besoin à combler. Et pour nous, c'était un peu la réponse africaine par rapport aux problèmes que nous avons en matière de santé et en matière de développement. Et c'était vraiment de pouvoir nous positionner en tant qu'organisation qui apportait une approche et une méthode qui était différente de ce qui se faisait habituellement et qui pouvait justement avoir un impact beaucoup plus fort, parce que c'était vraiment basé sur les réalités du terrain, c'était basé sur une expertise africaine. Et donc, pour moi, c'est très important quand on démarre un nouveau projet, surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat et du social, de vraiment nous assurer que le projet qu'on a répond à un besoin très concret. Maintenant, par rapport donc à la suite et au modèle que nous avons actuellement, donc la plupart de nos bailleurs aujourd'hui sont des bailleurs internationaux. Donc nous recevons des financements des États-Unis, de l'Europe,
Mais notre modèle est aussi un modèle qui, dans la durée, souhaiterait donc qu'on puisse avoir des financements au niveau local, comme on dit. Et l'idée là est vraiment de pouvoir mettre en place les différents mécanismes pour pouvoir avoir des financements, que ce soit du secteur privé, que ce soit du secteur public. Mais pour l'instant, au niveau de Speak Up Africa, on a pris l'option d'avoir des financements de partenaires au niveau international, mais par contre de former des partenariats stratégiques au niveau du continent, donc avec des institutions régionales, avec le secteur privé. Donc on a un partenariat avec une banque panafricaine pour mettre en place un projet de lutte contre le paludisme. On a des partenariats stratégiques avec d'autres groupes. Et l'idée à terme est aussi de pouvoir renforcer les capacités d'autres organisations de la société civile qui sont plus petites et qu'on pourrait incuber, entre guillemets, pour pouvoir leur permettre d'ici l'horizon 5 ans, pouvoir eux-mêmes bénéficier des financements des différents bailleurs. Les bailleurs de Speak Up Africa, j'ai envie de dire que c'est un peu le Who's Who de la philanthropie. Si tu permets, je vais citer pêle-mêle la Gates Foundation, la William et Flora Hewlett Foundation, l'Organisation internationale de la francophonie, le Fonds mondial, donc des institutions de renommée internationale solides. Est-ce que c'était au départ une volonté, dans la façon dont tu avais imaginé le modèle de ton institution, de travailler avec ce type d'institution internationale? Alors au début, c'est vrai que dès le début, on était un peu dans cet écosystème de partenaires, de bailleurs internationaux, et donc on n'avait pas forcément anticipé le nombre de bailleurs qu'on allait avoir au niveau international. Donc on avait toujours quand même dans le modèle pensé et on avait eu l'ambition d'avoir des bailleurs comme la Fondation Bill et Melinda Gates et d'autres. Mais au fil du temps, on a eu l'opportunité de pouvoir donc avoir d'autres bailleurs. Parce que de plus en plus, je pense qu'un point important, c'est que de plus en plus, les bailleurs internationaux veulent financer des organisations nationales. Donc, ils veulent financer des organisations qui viennent des différents pays dans lesquels ils interviennent. C'est vraiment un gros changement au niveau du modèle. Et donc, du coup, c'est vrai que Speak Up Africa répond vraiment à cette volonté des bailleurs d'investir dans les organisations au niveau des pays. Et peut-être la particularité que nous avons, c'est que nous, ça fait 10 ans maintenant qu'on travaille dans ce domaine-là, et donc on a pu mettre en place les systèmes de gouvernance, les ressources humaines, et donc ça nous permet aujourd'hui de pouvoir répondre aux exigences de ces différents bailleurs, qui sont quand même des exigences très strictes et qui font que beaucoup d'organisations souvent ne peuvent pas bénéficier de ces financements-là parce qu'ils n'ont pas en place les systèmes qui leur permettent d'absorber ces financements. Je voudrais faire une petite aparté sur la philanthropie, puisque ce sont eux en grande partie qui financent ton organisation. Si on devait définir la philanthropie, j'ai trouvé une définition, tu me diras si tu es d'accord, c'est l'engagement privé volontaire au service du bien commun. La philanthropie internationale est dominée par les anglo-saxons, c'est une approche différente, il y a vraiment cette culture du give back, de rendre à sa communauté, à son école, de partager son succès et d'en faire bénéficier d'autres. Dans le système francophone, c'est peut-être un peu moins présent. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu perçois également cette différence culturelle ou pas vraiment ? Alors, je pense que tu poses une bonne question. Je pense que la définition, tout à fait. Maintenant, je pense qu'au niveau anglophone et même au niveau, par exemple, en particulier des États-Unis, où le système est fait de telle sorte à ce que
le fait de give back te permet aussi quand même de bénéficier de beaucoup de facilités. Et donc, le système est conçu vraiment pour permettre aux gens de pouvoir donner de manière beaucoup plus structurée. Maintenant, tout le monde n'est pas philanthrope, hein, donc je pense qu'il faut quand même reconnaître, voilà, à sa juste valeur les philanthropes. Et c'est vrai que pour travailler avec beaucoup de ces philanthropes-là, ils permettent quand même à des organisations comme nous et d'autres vraiment de pouvoir mettre en place nos projets, de pouvoir en faire bénéficier, voilà, les populations avec lesquelles nous travaillons. Donc aujourd'hui, vraiment par rapport à ces philanthropes, c'est vrai que ce qu'ils font est très très louable et très très apprécié. Voilà, en tout cas, nous, on apprécie vraiment particulièrement nos partenaires et comme on les appelle plutôt. Et de l'autre côté, par contre, de manière générale, c'est vrai que cette culture de la philanthropie n'est pas aussi développée dans l'espace francophone. Et plus particulièrement en Afrique, je pense que les gens sont intrinsèquement philanthrope, parce que aujourd'hui tout le monde give back, tout le monde redonne à sa communauté. C'est juste que c'est fait de manière beaucoup moins structurée, et donc les systèmes ne sont pas mis en place pour avoir cette philanthropie à grande échelle. Mais si on regarde, chaque personne redonne à son école, redonne à sa mosquée, redonne à son église, redonne à sa famille. Donc on a cette culture en Afrique de donner, mais c'est vrai que c'est donné plus directement et moins à travers des organisations. Et pour nous, au niveau de Speak Up Africa, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de pouvoir mettre à disposition des plateformes qui facilitent justement les contributions que pourraient avoir des philanthropes pour pouvoir justement donner, voilà, de manière plus structurée que la manière dont c'est fait aujourd'hui. Parce que même quand on regarde les entreprises avec lesquelles on travaille, ils mettent en place des projets de RSE, mais ces projets-là sont très spécifiques à la zone dans laquelle ils travaillent. Donc tout le monde veut un peu redonner, mais redonner à sa communauté. Mais c'est aussi parce qu'il y a énormément de besoins. Et donc du coup, voilà, on sent qu'on doit redonner, voilà, d'abord à sa communauté avant de donner peut-être de manière plus large. Mais bon, après, ça dépend vraiment des pays, ça dépend vraiment des différents partenaires. Mais bon, de manière générale, c'est vrai que, voilà, aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de philanthropes et que le système est bien mis en place pour pouvoir faire ces dons à grande échelle. Et puis, beaucoup d'entre eux se sont mis ensemble également pour pouvoir avoir un impact encore plus important. Oui, je vais quand même, parce que tu l'as dit avec tellement de pudeur et d'élégance que je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien compris, mais quand tu dis que le système est conçu pour, ce que tu veux dire aussi, c'est que fiscalement, il y a un véritable intérêt aussi à donner. Oui, aussi, je veux dire, je pense que, et ça c'est important, parce que même nous, au niveau du travail qu'on fait également, c'est aussi essayer de voir par rapport, surtout au secteur privé, je dirais, on essaie vraiment de voir comment on travaille avec les pays pour qu'ils puissent mettre en place des incitations fiscales qui permettraient justement aux entreprises de s'investir dans le social sans pour autant derrière avoir à payer un peu pour leur implication. Donc vraiment pouvoir mettre en place des incitations qui permettraient un peu plus cet engagement. Mais tout à fait, c'est ce que je voulais dire, parce que même à titre individuel, par exemple, moi en tant que citoyenne américaine, si je fais un don à une organisation, c'est déductible de mes impôts. Donc c'est vraiment à tous les niveaux qu'un système est mis en place. Mais bon, ça c'est voilà. Mais encore faudrait-il, et c'est ce que je disais donc dans mon intervention, encore faudrait-il aussi qu'il y ait cette volonté de donner qui n'est pas
qui n'est pas non plus, c'est pas tous les millionnaires qui s'investissent dans la philanthropie. Mais et là justement en Afrique, on voit émerger de plus en plus cette fameuse classe moyenne qui a un revenu résiduel et donc qui a la possibilité, soit d'investir justement, de faire des dons, etc. Et est-ce que tu as l'impression que cette tendance, ce mouvement est en train aussi d'influencer la philanthropie en Afrique et d'en faire un secteur plus structuré du coup? Alors, je pense que tu soulèves un bon point dans la mesure où il y a l'opportunité donc de le faire. Je pense que c'est quand même quelque chose qui reste encore en grande partie à développer. De plus en plus, il y a des plateformes de collecte de dons en ligne, il y a des mécanismes qui sont mis en place justement pour pouvoir mobiliser cette classe moyenne et aussi donc les autres, mais je pense qu'il y a encore quand même, il y a encore beaucoup qui reste à faire pour que cela soit fait de manière importante et conséquente. Et puis il y a la diaspora aussi. Oui, qui envoie énormément, qui contribue énormément, de toute façon déjà dans le cadre, de ce qui est rapatrie en termes de fonds au niveau des pays. Maintenant, c'est vrai que et généralement, c'est pour faire face à des dépenses de santé, à des dépenses d'éducation. Donc, ça tombe en droite ligne avec ce que nous faisons. Mais souvent, malheureusement, c'est dans des mécanismes pour faire face à des problèmes de santé qui sont déjà, c'est pour faire face à quelqu'un qui est déjà malade. Tandis que nous, ce qu'on dit, ce serait bien de mettre en place des mécanismes qui permettraient aux gens d'avoir justement ces couvertures maladie universelles, qu'ils puissent bénéficier d'assurance maladie, qu'ils puissent faire partie de programmes qui permettent un peu plus de prévenir plutôt que de soutenir en amont. À la fin, pardon. Quels sont les challenges pour une organisation comme la tienne? Par rapport à l'organisation et les défis que nous avons, le premier, je dirais, c'est vraiment par rapport à l'organisation elle-même et vraiment pouvoir expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons, parce que c'est pas forcément un cœur de métier que les gens ont l'habitude de voir, notamment en ce qui concerne tout ce qui est plaidoyer, parce que pour nous, au niveau du plaidoyer, c'est vraiment tout ce qui est priorisation de la santé et de l'assainissement, financement de la santé et de l'assainissement, changement de politique pour permettre d'avoir un environnement plus favorable. Et quand on dit plaidoyer et communication, tout de suite, ce que les gens retiennent, c'est plus le côté communication et pensent tout de suite à des campagnes de communication de masse, à des campagnes de communication de changement de comportement et moins le volet plaidoyer. Un des défis, c'est vraiment de pouvoir communiquer autour de ce que fait et est l'organisation. Dans un deuxième temps, c'est par rapport aux ressources humaines. Je pense que là, c'est vraiment d'avoir les personnes qui peuvent justement faire ce plaidoyer-là, soutenir les organisations avec lesquelles on travaille, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les groupes de médias, que ce soit les programmes nationaux avec lesquels nous travaillons pour pouvoir justement leur apporter un accompagnement en termes de plaidoyer et de mobilisation de ressources. Donc, c'est vraiment trouver les personnes qui connaissent les programmes de santé et d'assainissement, mais également qui ont des compétences et une expertise dans le plaidoyer et la communication stratégique. Et donc, finalement, c'est vraiment de pouvoir trouver les personnes aussi qui parlent anglais et français parfaitement. Parce que pour nous, on dit toujours qu'on intervient à plusieurs niveaux. Donc, on intervient au niveau communauté à travers nos partenaires de la société civile. Ensuite, on travaille au niveau national. Donc là, on travaille avec les gouvernements, on travaille avec les médias, on travaille avec d'autres partenaires d'exécution de différents programmes.
Et l'idée ici est vraiment de pouvoir travailler en appui aux programmes et stratégies du pays. Donc, nous, on intervient vraiment en appui et pas forcément en dehors de l'écosystème. Et finalement, au niveau régional, donc de s'assurer que ce que nous faisons au niveau sous-national, au niveau national, s'inscrit dans l'agenda de l'Union africaine. Et finalement, au niveau global, et là, on essaie vraiment aussi, encore une fois, d'être aligné avec les stratégies qui sont au niveau global. Mais au niveau global, on sait tous que la langue de travail, c'est l'anglais. Et donc, si on veut faire notre travail de plaidoyer à tous ces différents niveaux, pour nous, c'est très important en tant qu'organisation qu'on soit une organisation bilingue et donc important d'avoir des personnes non seulement qui parlent l'anglais et le français, mais qui comprennent également les différentes cultures dans les différents pays dans lesquels nous travaillons. Et donc voilà un peu quelques-uns des défis que nous avons que je voulais partager avec vous. En 2021, vous avez célébré les 10 ans de Speak Up Africa, donc la parfaite occasion pour un bilan. Qu'est-ce que tu retiens de ces 10 années? Alors, je pense que pour ces 10 années écoulées, pour nous, ça a vraiment été un moment pour pouvoir regarder en arrière, voir tout ce qui a été fait et ensuite donc pouvoir s'inscrire dans le futur. Et aujourd'hui, je pense que durant ces 10 années, on a réellement réussi le pari de nous établir en tant qu'organisation africaine de plaidoyer qui agit donc pour réformer la santé publique et le développement de manière plus large en Afrique. Donc aujourd'hui, on a des programmes dans 7 pays. On travaille sur 5 thématiques différentes. On a un réseau de partenaires avec lesquels on travaille donc à travers le continent d'une trentaine d'organisations. On a des partenaires au niveau du secteur privé, et quand je dis partenaires, des partenaires institutionnels très forts. Et donc Speak Up Africa a vraiment réussi à se positionner comme une plateforme qui permet à beaucoup de parties prenantes de différents secteurs de se retrouver pour pouvoir agir donc sur ces différentes questions et notamment vraiment participer à la transformation du continent. Donc, on est une organisation relativement petite, mais c'est aussi ce que nous avons toujours souhaité et ce que nous souhaitons rester une organisation petite parce que pour moi, je crois fermement que le modèle qui a le plus d'impact est un modèle qui soutient et qui travaille avec des partenaires au niveau des pays dans lesquels on travaille. Donc, pour nous, à Speak Up Africa, ce qui est important, c'est de trouver les partenaires et les relais au niveau des pays dans lesquels on travaille, de pouvoir leur fournir des plateformes, de pouvoir leur fournir des outils, mais ensuite de leur permettre de mettre en œuvre des programmes directement, non seulement parce qu'ils connaissent beaucoup mieux que nous leur environnement, donc le pays, le contexte, et pour nous, nos stratégies sont toujours adaptées à chaque pays, donc c'est pas une taille pour tout le monde, mais plutôt des stratégies qui sont mises en œuvre dans chaque pays. Et donc pour nous, le modèle est vraiment un modèle qui promeut tout ce qui est pérennité et que même si demain Speak Up Africa n'est pas là, il y a toutes ces autres organisations qui pourront mettre en œuvre ces programmes dans ces différents pays. Donc voilà un peu, voilà quelques aspects quand je regarde ces dernières 10 ans et vraiment ce qui a été fait. Et maintenant, je pense que pour nous, c'était aussi un moment de regarder vers le futur et de voir voilà ce qu'on peut améliorer, le type de partenariat qu'on peut avoir, les thématiques sur lesquelles on pense pouvoir avoir un impact plus important et vraiment de pouvoir mettre tout ça ensemble afin de pouvoir réaliser nos objectifs. Et donc, Speak Up Africa, c'est combien de personnes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est 37.
Donc, on est 37 personnes. Oui, donc petite équipe, pas si petite quand même. Oui, après, la définition de petite dépend d'une personne à une autre. Tout est relatif, voilà. Quelque chose que j'encourage beaucoup sur le podcast, c'est la participation des femmes au conseil d'administration. Donc leur participation au board. C'est quelque chose qui est beaucoup plus courant dans les pays anglo-saxons, ça l'est moins dans les pays francophones, mais ça progresse. Dans ton cas, tu participes à plusieurs conseils d'administration. Est-ce que tu peux juste nous dire quelques mots là-dessus, les raisons pour lesquelles tu es présente au conseil d'administration de ces organisations et en quoi ça vient en complément de ton activité avec ton organisation à toi? Alors, je pense que je te rejoins dans l'importance pour les femmes de manière générale à participer au conseil d'administration. Je pense que c'est une manière de pouvoir s'investir et de pouvoir soutenir des organisations. Donc, pour moi, c'est aussi une manière de redonner, mais de redonner à un niveau stratégique et donc de pouvoir participer pleinement au fonctionnement donc des organisations voilà dans lequel je suis membre du conseil d'administration. Aujourd'hui, je siège dans 5, je pense, conseils d'administration et c'est vrai que beaucoup de ces conseils d'administration ont des objectifs similaires en tout cas à ceux de Speak Up Africa par rapport aux thématiques en particulier. Donc, je suis dans le conseil d'administration d'organisations donc qui ont la lutte contre le paludisme comme objectif, une autre donc travaille dans tout ce qui est malnutrition chronique, l'autre travaille dans tout ce qui est promotion des vaccins. Et donc, pour moi, je pense que c'est une manière de redonner, parce que généralement, quand on invite quelqu'un à faire partie d'un conseil d'administration, c'est pour pouvoir partager son expertise et son expérience. Pour nous, au niveau de Speak Up Africa, ça rentre en droite ligne avec ce qu'on essaie de faire également dans le cadre de notre modèle où on dit qu'on souhaiterait des engagements à tous les niveaux des Africains. Et donc, ça passe pour nous par différentes fonctions ou différentes plateformes où les Africains peuvent intervenir. Et pour moi, la plupart des conseils d'administration dans lesquels je siège sont des conseils d'administration au niveau global, mais ça permet de partager l'expérience africaine et notre expérience dans le cadre de la mise en œuvre de nos programmes pour s'assurer que nos voix sont entendues et prises en compte dans le développement de leur stratégie. Donc, pour faire le lien avec notre travail, je pense que c'est très important de pouvoir justement donner la direction, partager des expériences et pouvoir en cas souvent les stratégies sont faites dans des conseils d'administration au niveau de Genève ou au niveau des États-Unis. Et s'il n'y a pas de représentants, soit de la société civile, soit des autres secteurs, la voix n'est pas entendue. La deuxième chose, je pense, par rapport aux femmes en particulier, c'est que il n'y a pas beaucoup de femmes dans beaucoup de conseils d'administration. C'est en train de changer. C'est vrai que aujourd'hui, au niveau de beaucoup de conseils d'administration, ils sont en train de prioriser, d'avoir la parité. Ils sont en train de prioriser la diversité. Donc, pour moi, participer au conseil d'administration, c'est vraiment non seulement une manière à moi de pouvoir soutenir et contribuer à des organisations un peu de manière bénévole, mais aussi et surtout de pouvoir participer activement aux stratégies au niveau global. Parlons maintenant des projets, des initiatives actuelles de Speak Up Africa. Est-ce que tu peux nous parler de Voix Essentielles? Oui, alors Voix Essentielles, donc qui est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un projet donc qui est vraiment qui cible vraiment les organisations à base communautaire de femmes et de jeunes filles dans toute leur diversité au niveau de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Sénégal pour la première phase, mais également donc un projet donc qui voudrait
soutenir les femmes leaders en particulier. Et donc, ce projet a été lancé en juillet 2021. Donc, dans le cadre de ce projet, on bénéficie d'un appui technique et financier du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose et la Fondation Chanel. Et l'idée, donc, dans le cadre de ce projet, est de pouvoir mettre à disposition de ces organisations de femmes de financement, donc pour pouvoir mettre en œuvre un projet, pour pouvoir impacter les programmes et les politiques de santé qui les touchent. Et donc l'idée ici est vraiment de pouvoir leur permettre de participer aux instances de décision. Et donc ça revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure, mais à une autre échelle, mais vraiment de pouvoir participer à ces instances de prise de décision et participer au processus pour que, pour qu'on ait une santé améliorée pour tous. Et dans le cadre de ce projet, on a également un volet renforcement de capacité. Et donc, on va mettre en place ce que nous, on appelle l'Université de l'excellence. Mais c'est un programme de formation personnalisé pour pouvoir renforcer les capacités de ces organisations, mais également de leurs dirigeantes, pour pouvoir les aider donc avec tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est communication, prise de parole en public, leadership, enfin toutes les compétences elles auront identifiées comme étant les compétences qu'elles ont besoin où elles ont besoin d'assistance ou d'outils. Nous allons donc développer ce programme de formation personnalisé pour les organisations qui font partie du programme et de manière plus générale pour les organisations qui sont intéressées mais qui peut-être n'ont pas bénéficié de financement dans cette première phase. On va développer un programme en ligne de webinaires, de formation en leadership pour pouvoir justement commencer à identifier les organisations et les dirigeantes qui peuvent être soutenues dans le cadre de la prochaine phase du projet. Lorsque j'ai lancé la deuxième saison d'Entre elles, j'ai introduit un nouveau segment qui s'appelle React to a Quote. Donc, je vais te donner une citation et je vais te demander de réagir, de me dire ce que ça t'évoque, si tu es d'accord, pas d'accord et ce que tu en penses. Donc là, j'ai choisi pour toi une citation, enfin un extrait d'un panel de discussion de 2017 entre Barack Obama, Bill et Melinda Gates. C'était une conversation assez large finalement sur la philanthropie, sur le gouvernement, etc. Enfin la gouvernance. Je vais te le donner en anglais, je vais le traduire ensuite. Il disait, "This notion that you can work around government and around politics because it's too messy or corrupt, that's not going to work. You have to combine philanthropy with politics and government." Donc en français, donc cette notion qu'on peut contourner le gouvernement et la politique parce que c'est trop corrompu, trop compliqué, ça ne fonctionnera pas. Vous devez combiner la philanthropie avec une action au niveau politique et au niveau gouvernemental. Ta réaction? Alors, à 100% d'accord. Je pense que c'est exactement ça. Et Speak Up Africa est vraiment ancré dans cette notion d'appui au gouvernement et aux stratégies nationales. Il y a vraiment que comme ça qu'on va atteindre un développement durable et périn. Et pour nous, à Speak Up Africa, ce qui est particulièrement important, et c'est vrai que c'est pas toujours simple, ça prend plus de temps, mais pour moi, c'est un préalable à toutes les actions que toutes les ONG, tous les philanthropes, les bailleurs doivent faire. C'est vraiment de pouvoir s'inscrire dans l'agenda national, de pouvoir soutenir les priorités des gouvernements, parce qu'à la fin, c'est au gouvernement de décider des priorités de leur pays et aux autres de soutenir les priorités du pays. Donc vraiment, je pense que tu pouvais pas choisir mieux pour moi comme citation parce que je suis alors à 300% en phase avec cette citation-là et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on va arriver à nos objectifs et que je lance un appel à tous ceux qui travaillent pour soutenir les pays qu'il faut le faire à travers le gouvernement, à travers les politiques nationales, à travers les stratégies nationales et pas en silo. Et on le voit souvent que ça arrive
comme ça parce que voilà, on veut aller plus vite, on pense qu'on sait mieux que les pays, mais at the end of the day, pour moi, les pays sont souverains, c'est à eux de déterminer leur stratégie pour leur pays et personne ne doit venir leur dire quoi faire et que si on veut travailler quelque part, on doit le faire, dans le cadre de la politique nationale et dans le cadre de la stratégie du pays. Merci. Alors, pour conclure, on avait parlé d'un call to action. Quel serait-il? Par rapport à un call to action, aujourd'hui, j'invite vraiment celles qui nous écoutent aujourd'hui et ceux qui nous écoutent aujourd'hui de vraiment pouvoir participer au développement de l'Afrique. Et pour moi, chaque personne, quel que soit le secteur dans lequel il travaille, a un rôle à jouer. Que ce soit au niveau de la sensibilisation autour de l'utilisation de la moustiquaire, que ce soit autour du financement dans le cadre de la RSE pour les entreprises du secteur privé, que ce soit par rapport à une sensibilité autour des politiques et de pouvoir, en tant que parlementaire ou maire, pouvoir contribuer à un impact positif. Je pense que chaque personne a un rôle à jouer et que j'appelle tout le monde à vraiment nous rejoindre pour pouvoir contribuer. Il n'y a pas de petite action, en mon sens, et je pense qu'une action collective nous permet également de faire plus, donc de pouvoir avoir des partenariats solides sud-sud aussi, et de pouvoir voir comment est-ce que on peut tous apporter notre contribution. Au niveau de Speak Up Africa, on est vraiment ouvert au partenariat et à travailler avec tout le monde. Merci à Yacine pour la qualité de cet échange et pour ce call to action, cet appel à l'action qui, je l'espère, encouragera ceux qui ont cette vocation et qui souhaitent participer au développement durable de l'Afrique à se lancer dans l'entrepreneuriat social. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Entraide. À bientôt!